Et sur C'est l'info, nous allons nous intéresser aujourd'hui à ce fameux rançon logiciel WannaCry qui a touché 200 000 ordinateurs dans 150 pays. Ce rançon logiciel, un logiciel qui chiffre vos données et vous demande une rançon, s'est répandu comme une traînée de poudre en à peine quelques heures, mettant même certaines usines du constructeur automobile Renault à l'arrêt. Un jeune Anglais a mis frein à la propagation de la première version de ce rançon logiciel en achetant et en activant un nom de domaine présent dans le code du virus, puisque WannaCry était en effet conçu pour fonctionner uniquement si ce site internet était inactif. Beaucoup de questions à poser donc à notre invité, Éric Debray, fondateur de la société Mageli, qui conseille les entreprises sur leur stratégie digitale. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors revenons à cette cyberattaque et que sont tout d'abord ces fameux virus ransomware. Oui, alors les ransomware, on en parle depuis un peu plus d'un an. Et le principe, en fait, c'est d'installer de manière insinueuse un virus sur les ordinateurs des entreprises, mais également des particuliers, et puis de crypter leurs données, ce qui fait que eh bien, on n'a plus accès tout d'un coup à ces données. Et pour retrouver l'accès à ces données dans leur état initial, eh bien, il faut verser une rançon. D'où cette appellation de ransomware qui est un logiciel de rançon, puisque c'est vraiment du rançon, comme c'est la prise de l'otage de l'utilisateur qui ne peut plus retrouver ses données à moins de payer. Donc c'est vraiment déjà une mode, une mauvaise mode qui existe, en tout cas qui a été médiatisée depuis plus d'un an. Et on l'a vu sur les particuliers, donc avec un écran qui fait qu'on a l'impression qu'on n'a plus accès à rien du tout. Et puis là, les incidents récents de WannaCry ont mis en évidence à une échelle mondiale ce type de risque. Et la question est de est-ce que je paye ou pas, sachant que pour des grandes entreprises, on peut être paralysé complètement. Donc c'est un peu le mal du siècle, hein, parce que ça met en évidence non seulement le fait qu'on peut payer des rançons, mais surtout au-delà du fait de payer, qu'on peut paralyser des très grandes entreprises, voire un pays, voire des institutions un peu critiques. Donc c'est vraiment au-delà de l'aspect médiatique quelque chose qui est à prendre très très au sérieux. Eh oui, parce que alors on l'a vu le week-end dernier, Renault a mis à l'arrêt son usine de Douai dans le Nord pendant plusieurs jours. Les hôpitaux britanniques ont Exactement. également été touchés. Il y a des risques qui sont énormes pour les entreprises, hein. Oui, voilà, parce qu'en fait, c'est une menace. Hein, on pousse les gens à payer et la rançon n'était pas très énorme d'ailleurs. Hein, c'est pas donc ils misent sur le nom, mais surtout c'est que en dehors de ça, c'est quasiment des actes de terrorisme puisque on l'a vu, on peut paralyser une entreprise. C'est du chantage en fait, hein, et puis des hôpitaux. Donc on peut créer même des crises politiques rien qu'avec ça, au niveau d'un pays, au niveau d'une région. C'est pour ça que c'est pas anecdotique, hein. C'est pas uniquement le fait de dire on a un chantage à la rançon. C'est bien plus grave que ça parce que au-delà de payer de l'argent, on est capable de paralyser carrément un service. Aujourd'hui, on parle de transformation numérique, c'est-à-dire que les entreprises, les institutions, les administrations, l'hôpital deviennent numériques. Et du coup, la sensibilité à des attaques, elle est encore dupliquée. Donc, il y a eu ces temps-ci, il y a eu deux grands phénomènes. Il y a toutes les attaques qu'on appelle DOS, Daily of Service, c'est-à-dire que il y a eu des tentatives même des réussites de piratage d'objets connectés de type caméra de surveillance. Et ces objets ont créé du trafic supplémentaire qui ont fini par mettre à genoux les serveurs de certaines entreprises. Voilà, donc tout ça montre en évidence que plus on se numérise comme c'est aujourd'hui le cas, et c'est la tendance et il y a plein d'avantages à le faire, hein, on va pas revenir dessus, mais en faisant ça, ça met en évidence qu'il est extrêmement important de se protéger et de créer de nouvelles types de protection parce que les pirates sont extrêmement ignorants dans le domaine. Et aujourd'hui, les pirates, c'est pas seulement un geek qui s'amuse à pirater une entreprise, ça peut être carrément des nouvelles formes d'organismes mafieux, hein, voire des États. Hein, on peut parler même euh, de guerre cybernétique, hein, puisque on peut avoir un État, on a même imaginé que la Corée du Nord pouvait être derrière ce genre de menaces, mais on peut avoir aujourd'hui non plus des guerres traditionnelles,
mais des guerres au travers de ce genre de virus. Donc, ce sont des menaces qui sont extrêmement sérieuses. C'est pas uniquement un chantage à la rançon, ça c'est pas anecdotique, mais c'est déjà grave. Mais c'est quasiment la possibilité de d'agresser un pays. Et on l'a vu aussi avec toutes les soupçons qui ont pesé sur les élections américaines, sur les élections françaises. Hein. C'est qu'on peut aussi mettre en doute la démocratie si on commence à pirater les systèmes informatiques au moment des élections. Voilà, donc c'est vraiment des menaces à différents endroits. C'est financier, c'est politique, ça peut être du terrorisme. Voilà, donc aujourd'hui, d'ailleurs on le voit avec le nouveau gouvernement, hein, ça c'est plutôt sérieux et c'est un des axes que le gouvernement doit prendre en compte, c'est la prise en compte des nouvelles attaques de type informatique. Ah oui, et alors finalement, on sait assez peu quel type d'organisation est à l'origine de cette attaque. Y a-t-il moyen de remonter la piste pour identifier les auteurs de ces attaques? Bah, apparemment, c'est pas si simple que ça. Hein. Bon, il y a des experts qui disent qu'on arrive toujours à les retrouver, mais c'est quand même très très compliqué. Hein. Enfin, même si dans les séries américaines, on voit des gens qui arrivent à pister, mais il y a quand même beaucoup de. Les attaques sont en général lancées de pays où il n'y a pas forcément d'accord, où la démocratie n'existe pas. Donc c'est pas si simple que ça. D'une part de voir où a été lancée l'attaque, et puis ensuite de savoir qui réellement est responsable. Est-ce que c'est un individu, un organisme ou un État, hein. Donc voilà, donc ça c'est assez compliqué. Donc il y a plusieurs aspects. C'est la protection elle-même. Et puis ensuite, c'est la traque de ces pirates, hein, pour savoir qui a. C'est un peu comme si on avait une guerre et on est attaqué, mais on ne sait pas qui est l'attaquant, quoi. Donc pour se défendre ou pour contre-attaquer, c'est un peu compliqué. Alors, Donc voilà. Donc alors oui, allez-y. non, non, allez-y. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que ça progresse, hein, les technologies progressent, mais on est en train de revoir de fond en comble de faire évoluer justement les outils de protection. Parce que avant, en fait, à l'époque de la pure informatique, on avait des data centers, on arrivait à bien les protéger. On avait des attaques, mais c'était quand même assez simple. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont des objets connectés, ont des employés amènent leur propre ordinateur portable, ils ont leurs smartphones qui sont des voies d'accès aux informations. Donc il y a plein de brèches possibles qui obligent à repenser un peu différemment la protection informatique. Et en plus, les menaces se multiplient, les attaques se multiplient. Donc on voit arriver aussi des technologies de type machine learning, hein, apprentissage des machines qui apprennent par elles-mêmes, de manière à pouvoir être extrêmement rapide et ne pas attendre plusieurs semaines pour avoir un correctif ou pour détecter qu'il y a des comportements anormaux. Hein. Donc il y a beaucoup d'évolution dans l'analyse comportementale. Donc détecter les comportements d'utilisation qui sont a priori anormaux. Et se dire là il y a un soupçon, il y a quelque chose qui se passe. Et ensuite il y a aussi des approches qui consistent à dire si jamais déjà on essaie d'éviter l'attaque, et si l'attaque a lieu, on essaie de limiter sa propagation. Hein. Donc à la fois les risques et les dégâts qui vont être causés. Alors justement, d'après Brad Smith, le président de Microsoft, les gouvernements des pays détectent ces fameuses failles de sécurité dans les systèmes d'exploitation pour leurs propres objectifs et des données qui seraient ensuite volées et utilisées par des hackers. La référence, elle est toute faite à la NSA, en provenance des États-Unis. Peut-on s'attendre à un changement de politique ou de fonctionnement de la NSA à la suite de cet événement ? Pour la NSA elle-même, c'est surtout. Vous pensez à quoi? Parce que tout ce que fait la NSA sur les Oui, recherches on sait que la NSA est d'informations. très active, notamment avec ses recherches faites sur Internet. Est-ce que la NSA va-t-elle finalement changer cette politique de fonctionnement qui semble en tout cas nocive pour les consommateurs et pour les entreprises? Ouais, parce que le problème c'est qu'ils arrivent enfin ça va loin la NSA, puisque si je me souviens, ils avaient essayé d'espionner les portables des présidents européens. Hein. Donc, en fait, ce que l'on fait quand même, c'est de mettre des barrières contre tout ça, mais c'est quand même des organismes qui sont extrêmement puissants et des moyens phénoménaux. Hein.
Parce que tout ça, après, il y a ce côté, en tout cas, il y a plusieurs choses. Hein. C'est faire entrer un virus, je dirais, avec peu de moyens, on arrive à le faire. Il faut être intelligent. Mais ce que fait la NSA, c'est écouter tout ce qui se passe dans le monde un peu partout. Et là, pour le faire, c'est pas seulement des gens intelligents, il faut d'énormes moyens que eux ont. Voilà, donc c'est plusieurs approches. Hein. Piquer des données, c'est ouvrir une brèche, et puis d'un constructeur, d'un éditeur, d'une société et voler des données. Donc ça, c'est un acte techniquement qui demande des compétences, mais qui demande pas énormément de moyens technologiques. Par contre, la NSA, c'est différent. C'est systématiquement surveiller, écouter. Alors après, la légalité, c'est une autre question. Hein. C'est jusqu'où on peut aller en restant à l'illégalité, ce qu'ils ne font pas forcément. Mais là, ça veut dire que c'est pas à la portée d'une petite organisation. Eux possèdent des moyens extrêmement puissants pour réussir à faire ça. Après, est-ce qu'on peut les contraindre? C'est compliqué parce que c'est quand même des puissances énormes. Hein. Et puis, apparemment, ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Donc, de toute façon, il faut trouver des moyens de se protéger. Ça peut effectivement, il y a des États qui sont des États amis ou alors il y a des États amis qui surveillent quand même. Hein, ça a toujours été le cas dans tous les pays. Hein, toujours fait de l'espionnage et du contre-espionnage. Et puis après, il y a des États qui sont des États ennemis et qui eux ne font pas qu'écouter, mais ils veulent aussi pirater et attaquer. Hein, donc c'est deux choses distinctes. Hein. Il y a les États amis, la NSA peut nous surveiller pour savoir un petit peu ce qui se passe chez nous, avoir des informations. Mais après, c'est l'autre étape. Hein, c'est un pas supplémentaire de l'État qui va agresser en paralysant un peu ce qu'on a vu ces dernières semaines avec WannaCry, hein, c'est la paralysie d'un pays, hein, ou alors influencer sur la démocratie en influençant, on l'a vu, en diffusant des informations, en essayant de déstabiliser un pays par voie numérique. Ouais. Hein. C'est toujours le dilemme liberté, sécurité. Mais justement, Éric Debré, pensez-vous que l'on peut apporter une réponse mondiale après cette attaque? Est-ce que l'on va voir dans les prochaines semaines une diplomatie de l'Internet émerger ou ça semble compliqué? C'est compliqué, mais il y a quand même des volontés. Hein. Je pense que, en tout cas, au niveau européen, il y a des volontés de travailler plus ensemble, justement, parce que on s'aperçoit que, déjà avec Internet, on sait qu'il n'y a pas de frontières. Hein. Et donc, la propagation, donc il y a des choses qui se font. Déjà au niveau européen, je pense qu'il y a des avancées qui vont se faire. Après, il y a les constructeurs eux-mêmes, hein, parce que les constructeurs, ils ont des failles dans leur système. Il faut les identifier, les corriger rapidement. Donc, il y a un travail de fond qui est fait. Il y a un aspect légal à définir. Donc, il y a quand même des avancées là-dessus, hein, qui sont pas seulement sur la sécurité, hein, mais il y a la fameuse GDPR, la réglementation européenne sur la protection des données personnelles. Hein. Donc, on arrive à s'entendre. Là, c'est pas un problème de sécurité, c'est plutôt un problème légal de qu'est-ce qu'on va faire avec des données. Donc, on voit qu'on est capable d'harmoniser des réglementations, mais ça prend du temps. Et après, sur la sécurité, c'est plus compliqué parce qu'il faut accepter de partager un certain nombre d'informations, sa technologie aussi, hein, parce que les éditeurs, quand on l'a bien vu quand le FBI voulait avoir accès au code des smartphones, hein, pour détecter des terroristes. Bon, il y a eu un bras de fer entre Apple et le FBI, hein, parce que c'est des technologies de cryptographie. Il y a plein de choses qui compliquées. Hein, on l'a vu, les messageries qui ont été utilisées par les terroristes, parce que c'est crypté et donc impossible de les casser. Donc voilà, donc c'est toute la discussion entre le respect de la vie privée, le respect de la liberté, et puis la volonté quand même de pouvoir avoir des informations pour pouvoir se défendre et maintenir la démocratie. Donc c'est assez subtil. Et puis la protection de sa propre technologie, parce que c'est aussi un marché. Hein. Il faut voir que les cyberattaques, cyberrisques, c'est un énorme marché aussi qui existe maintenant. Et les entreprises se mettent là-dessus et vendent leur technologie pour se protéger. Hein. Et alors, voilà, c'est tout ça qui doit évoluer. Ouais. Et alors nous, justement, Éric Debré, en tant que particulier, est-ce que l'on doit craindre contre ces attaques? Par exemple, demain, je serai dans une voiture autonome. Est-ce que je peux avoir peur que ma voiture autonome soit contrôlée par un individu à 300 km de ma voiture qui, sur son ordinateur, prend le contrôle de l'ensemble des fonctions de mon véhicule?
Alors, je pense que là-dessus, parce qu'il y a eu des exemples qui ont été cités, hein, on avait des pirates qui avaient réussi à détourner une voiture. Bon, mais c'est quand même des contextes très particuliers, hein. Maintenant, c'est vrai que euh, nous, pas la sécurité, mais les constructeurs doivent prendre un certain nombre de mesures pour garantir ça. Ça, c'est clair, hein. Pour qu'une voiture autonome puisse être considérée comme fiable et mise à disposition de particuliers, il est clair qu'ils doivent prendre des dispositions pour assurer la sécurité. Mais c'est propre à tout parce que maintenant on parle de bâtiments connectés, de voitures connectées, de villes connectées. Donc on est dans un environnement numérique, dans une société numérique, et donc la cybersécurité, c'est aujourd'hui un élément capital à prendre en compte pour que la société évolue, parce que maintenant on est lancé là-dedans, hein. Donc c'est vrai pour l'intelligence artificielle, hein, on peut aussi imaginer que l'intelligence artificielle soit piratée. Donc, il faut, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, il faut prévenir. Ensuite, quand le piratage a lieu, il faut limiter les dégâts, donc circonscrire, dire, ok, on a tout fait. Si jamais ça arrive, quels sont les dégâts possibles? Il faut qu'on compartimente les actions. Voilà, donc ces technologies elles évoluent beaucoup, mais moi j'ai confiance là-dessus parce qu'il y aura toujours des piratages, mais ce qu'il faut c'est limiter le risque au minimum. Donc les constructeurs vont faire ça en sorte de manière à ce qu'une voiture connectée, effectivement, si jamais il y avait un piratage, on en limite la portée, hein. Mais aujourd'hui, on aura sa maison est connectée, son logement est connecté, tout est connecté, hein. Donc le particulier doit aussi apprendre à se protéger. On le sait, hein, c'est les mots de passe et à titre privé, on voit bien, on reçoit plein de mails de n'importe où, il faut pas les ouvrir. Bon, voilà, donc est-ce que aujourd'hui, on a toujours le risque d'ouvrir un mauvais mail et de faire rentrer un virus. Donc il y aura sans doute aussi un peu d'éducation à faire. Donc il va falloir qu'on durcisse davantage les systèmes embarqués ou autonomes. Et puis sans doute pour nos générations à venir, c'est aussi l'éducation dans le comportement numérique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de règles. Comme on a une maison, hein, on ferme les fenêtres, on ferme tout quand on part. Eh bien, il va falloir apprendre aussi à vivre avec ça, de manière à pas ouvrir systématiquement des mails qu'on ne connaît pas, etc. Donc il y a certainement des choses à évoluer à la fois dans les comportements, dans nos comportements, et puis dans les systèmes qu'on va livrer. Merci beaucoup, Éric Debré, d'avoir accepté l'invitation de C'est l'Info pour parler de cette fameuse cyberattaque qui a paralysé un bon nombre d'entreprises le week-end dernier. Je rappelle que vous êtes fondateur de la société Mageli qui conseille les entreprises sur leur stratégie digitale, hein, c'est bien cela. C'est ça, oui. Merci beaucoup et à très bientôt sur C'est l'Info. Merci et bon week-end.